bonjour à tous. D'abord, je vous propose de faire un tour de table des participants. On peut commencer par toi, Jean-Philippe. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Jean-Philippe Barre, président de Synerspa. Toujours Alain Gustalé, leader de boîte de nuit. Faisal Atef, responsable développement chez Membal. Bruno Florence, blogueur, Pignon-sur-Mer. Benjamin Billon, responsable délivrable Esplio. Laurent Garnier, responsable de livrabilité chez NT6. Bonjour, Olivier Thierry, responsable de livrabilité chez Xmail. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions dans l'assistance sur ce qui a été présenté, ou d'une façon générale sur la délivrabilité? Profitez-en, vous avez des experts autour de la table, vous avez le responsable de l'Institut d'Alliance d'Orange, donc c'est le moment de poser toutes vos questions que vous souhaitez avoir, sur lesquelles vous souhaitez avoir des réponses. Est-ce qu'il y en a d'ores et déjà dans l'assistance? Bonjour, c'est une question pour Orange. Les loops sont créés en fonction des demandes des FAI. En revanche, quand un annonceur a un problème de blocage, pourquoi est-ce que vous ne renvoyez pas l'information à l'annonceur et pour l'aider à grandir sur ce secteur et sur ce métier qu'est l'email? En général, quand on fait un... Comme ça, plutôt. Quand on fait un blocage sur un annonceur, en général, ils arrivent très vite vers nous, parce qu'ils le savent très très rapidement. Donc je pense qu'on n'a pas trop de problème quand on est obligé de communiquer avec les annonceurs. Maintenant, quand nous, on identifie une campagne, on n'identifie pas l'annonceur à l'origine, on identifie les adresses IP qui ont émise cette campagne. Donc nous, le premier interlocuteur, les premières personnes qui vont être impactées, c'est évidemment les gens qui ont émis. Maintenant, si une campagne fait énormément de plaintes, effectivement, l'annonceur peut se retrouver aussi bloqué. Et en général, quand un annonceur est bloqué, il arrive très très vite à soit avoir mon contact, soit à écrire sur Abuse et avoir des réponses. On a régulièrement des annonceurs. Alors, quand il y a un problème de délivrabilité chez Orange, il y a une adresse générique, c'est l'adresse abuse@orange.fr. C'est une adresse qui répond. Vous avez une réponse en règle générale dans la demi-journée. Si vous fournissez vos adresses IP, si vous fournissez le code erreur, ou si vous nous dites telles adresses IP, tout va en spam, ou j'ai tel problème avec telle mission, on arrive à trouver très très vite, dès qu'on a ces informations, les causes, et on vous donne les informations très très rapidement. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent témoigner ici que ça marche quand même relativement bien. Et ensuite, on essaie de trouver une solution, parce que on n'est pas là pour empêcher les mails d'arriver, il faut que ce soit très très clair. Nous, par défaut, tous les mails y rentrent. C'est pas par rapport à la présentation, c'est pas il faut montrer patte blanche, être bien habillé. Non, quelqu'un qui arrive en basket chez nous, il rentre. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il rentre sans faire de dégâts, tant qu'il ne casse pas toute la porcelaine du magasin, il reste dans le magasin, il n'y a pas de problème. Nous, les gens qui ne rentrent plus, c'est des gens qui ont eu forcément des problèmes. Alors ça peut être des problèmes de plein de clients, ou alors il peut y avoir des problèmes techniques, mais aujourd'hui, je pense que tous les gens qui routent avec des gens dont c'est le métier, les problèmes techniques, il n'y en a pratiquement plus. C'est donc, quand ça ne route plus, c'est qu'il y a un problème. Pour le fond de la classe, la question c'est, quand vous dites énormément de plaintes, est-ce que vous pouvez donner un chiffre par campagne, par IP? À partir de 2000 plaintes sur une campagne, on commence à regarder ce qui se passe. À partir de 3000 plaintes, ça ne passera plus, puisque notre unité de valeur à nous, c'est notre client. Donc quand il y a 3000 clients Orange qui ont fait la démarche de cliquer sur traiter comme indésirable, on met un coefficient x6, x7 pour savoir à peu près le volume de clients mécontents. Et on a un deuxième élément qui rentre en ligne de compte, c'est le taux. C'est-à-dire que quand il y a plus de 1% de plaintes sur une campagne, c'est absolument pas possible, c'est qu'il y a un problème. Alors ça, c'est pour les acteurs identifiés du marché. Après, je ne vous cache pas que les mesures ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et qu'il y a des gens aujourd'hui qui, malheureusement, à 100 plaintes, ne passent plus. Après, c'est une question de réputation, vous en doutez bien.
C'est une question de est-ce qu'on connaît les gens, est-ce qu'on ne les connaît pas, est-ce qu'on a déjà eu des problèmes avec eux, est-ce qu'ils en ont eu ailleurs, et tous ces éléments rentrent en ligne de compte bien entendu. Bonjour, je représente un prestataire allemand en email marketing et je voudrais poser ma question aussi bien à Orange qu'à Signal Spam. Alors j'ai cru comprendre que c'est une coopération franco-française. Vous avez parlé d'une approche commune, vous avez comparé avec SFR, vous avez parlé des États-Unis, moi je viens d'Allemagne. Y a-t-il une approche avec des partenaires européens? Parce que nous avons des clients qui ne sont pas forcément français, mais nous avons des adresses françaises d'une manière tout à fait légale, et c'est un peu compliqué avec les autres pays européens. Merci. Oui, alors je vais répondre au nom de Signal Spam. En effet, Signal Spam est une très belle association en France qui vit grâce à tous ses membres et qui est assez, je dirais, bien représentée, qui travaille d'une manière très, très concentrée. Il existe des associations similaires également en Allemagne. Thomas, le nom de l'association ECHO, voilà, cherchez, c'est ECHO. Et vous avez également, oui, vous avez également en Angleterre le London Action Plan. Non, vous n'êtes plus parti. Il y en a. Vous avez des associations qui sont partout, en tous les cas en Europe, représentées, qui font le même travail que celui de Signal Spam en France. Est-ce qu'il y a une coopération entre vous? Ah, il y en a une. Je vais laisser juste parler de Thomas parce qu'on est en train justement. Une des particularités, c'est qu'on est en train de travailler sur des projets justement européens dans lesquels on est absolument impliqué. Et Thomas est un des maîtres d'œuvre de la partie française, donc c'est pour ça que je vous passe la parole. Plusieurs choses. Effectivement, Signal Spam accueille des membres non français également. Nous avons des feedback loops qui sont mis en œuvre à destination de routeurs qui sont allemands, il y en a, italiens, américains. Donc oui, c'est une association française, mais à partir du moment où vous routez des messages vers la France, vous avez tout intérêt à solliciter des feedback loops Signal Spam, que vous soyez français ou non. En revanche, vous devez vous plier aux mêmes règles qui sont celles de tous les membres de l'association et accepter la charte de déontologie qui est française et qui correspond à des français. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, Jean-Philippe, tu parlais de l'implication et de participation à des projets européens. Là, c'est beaucoup plus sur la partie criminalité. Signal Spam est très impliqué dans le projet ACDC, le Advanced Cyber Defense Center. Effectivement, nous faisons partie de project manager sur ce sujet-là, et nous travaillons avec les autres pays européens et nos homologues dans les autres pays. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un gros boulot à faire sur l'harmonisation des NPAI et des erreurs dans les retours, enfin, notamment chez Orange? Moi, ça m'est arrivé avec Splio d'ailleurs. Ça m'est arrivé de me faire supprimer 30 000 abonnés à Orange d'un coup suite à une erreur de retour NPAI chez Orange. Et même globalement, on a des centaines et des centaines de codes de réponse différents. Il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment besoin d'un peu d'harmonisation là-dessus, de manière à pouvoir savoir réellement si un hard bounce est un vrai hard bounce ou un medium hard bounce ou etc., etc. Qu'il se montre, c'est qui? Salut. Alors, je ne me souviens pas du problème, il n'a peut-être pas été géré par moi. En l'occurrence, ça peut être effectivement une erreur temporaire de la part d'Orange ou de notre part aussi, on n'est pas infaillible. Je me souviens plus maintenant. Par contre, c'est sûr, on constate que les retours, les réponses à SMTP qu'on a pour NPAI sont très différentes d'un FAI à l'autre. Je pense qu'il est illusoire de vouloir faire en sorte que tous les FAI répondent la même chose de par le monde. De toute façon, c'est vrai qu'on pourrait imaginer commencer en France. En tout cas, c'est relativement fiable. Pas infaillible, mais relativement fiable. J'en profite aussi pour souligner qu'il y a la part des routeurs aussi, enfin, les routeurs tiennent une part dans la gestion des NPAI. Je sais qu'il y a certains routeurs qui ne considèrent pas un NPAI à partir du premier hard bounce. D'après ce qu'on peut entendre en parlant aux différents FAI, c'est une erreur.
s'il y a un hard bounce, il faut considérer que c'est un NPI immédiatement et ne plus jamais le shooter. Si il est avéré que, par exemple, tous les mails envoyés à Orange hard bounce, là on se dit il y a peut-être un indicateur, il y a peut-être quelque chose, on va creuser, on va voir avec Orange si ça se trouve c'est leur prestataire au-dessus qui a eu une panne ou n'importe quoi, ou ils sont en migration. Enfin, il y a plein de couches techniques qui font qu'il peut y avoir un problème. Mais les erreurs sont relativement rares aujourd'hui. C'est pas parfait. On aimerait bien que ce soit beaucoup plus simple, mais c'est pas le cas. Et très personnellement, je pense pas que ce jour arrivera. Oui, une petite question, je ne me représente pas chez vous. Histoire de faire évoluer le marché positivement, il y a les bonnes règles de conduite de manière à essayer d'avancer, et puis il y a aussi le côté un peu maître d'école, malheureusement nécessaire, parce que c'est vrai que quand on prend un coup de baguette sur les doigts, on a tendance à comprendre peut-être un peu plus vite la leçon. Est-ce que vous auriez une information sur une volumétrie, une évolution des actions que vous pouvez mener de manière aussi à matérialiser un peu pour des gens qui ne l'ont pas nécessairement vu l'importance de ces actions-là, et que plutôt que se faire taper sur les doigts, qu'ils évitent de trop continuer et faire évoluer positivement les pratiques. Ta question s'adresse à Orange. Orange entre autres, mais peut-être d'autres acteurs aussi qui connaissent ces notions de blocage en termes de volumétrie et d'impact sur le marché. Je ne vais pas vous donner des chiffres, mais il faut savoir que tous les jours, il y a des campagnes qui provoquent des blocages. Tous les jours, il y a des centaines d'IP qui sont bloqués. Il y en a qui sont bloqués manuellement, il y en a d'autres qui sont bloqués de façon automatique. Les actions sur le marché, c'est qu'effectivement, on a vu certains acteurs indélicats, on va dire, disparaître petit à petit. Ça, c'est sûr, on vous le confirme. Hein, il n'y a pas de... On ne va pas se cacher derrière. Il y a des gens qui arrivent plus à router chez nous, et je pense que ça leur pose quand même pas mal de problèmes. Maintenant, l'évolution du marché, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui passent leur temps à jouer au chat et à la souris. Il y en a dans la salle, je vous rassure aussi. C'est comme ça fait partie du business. Notre seule contrainte à nous, c'est le temps qu'on a consacré à cette activité, parce que notre activité principale, c'est la lutte contre la cybercriminalité. Et c'est autrement plus important, et pour les clients, et pour vous. Donc on ne peut pas passer trop de temps. Donc quand on ne peut pas passer trop de temps, et qu'on nous en demande de plus en plus, on est de plus en plus violent dans les actions. C'est logique, il faut que ça aille vite, et il faut qu'on soit efficace. Je reviens juste quand même sur cette question d'interprétation des NPI, des retours. On constate quand même des différentes interprétations en fonction des routeurs. Donc on n'est pas quand même dans une science fixe et complètement harmonisée. Il y a des choix qui sont faits suivant les routeurs. Comment on explique des différences, notamment en interprétation NPI hard et soft, suivant le routeur pour un même envoi? Alors, les NPI ne sont pas négligés, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un retour NPI, il y a un code qui est spécifique, qui est validé par le W3C, donc une nomenclature internationale que les opérateurs sont censés appliquer, donc respecter, et il y a une raison texte à côté. Et on apprend énormément de cette raison texte, et c'est là qu'on peut voir donc, un texte qui va mettre en avant un problème de routage et qui va être classé avec un code 5 qui est attribué normalement aux erreurs définitives. Donc le travail du routeur là-dessus, c'est peut-être de pousser dans une analyse sémantique des termes renvoyés au niveau des NPI pour mieux classer. Et ça bouge régulièrement, ça demande beaucoup de travail derrière. Donc il est vrai qu'en fonction des différentes interprétations, on peut avoir des disparités, mais au global, enfin, elles sont assez rares et c'est plutôt bien suivi. Oui, c'est un problème qu'on a rencontré aussi à un moment, c'est la différence entre ce que quelqu'un considère comme un NPI, un client, un emailer, et ce qu'un technicien considère comme un NPI. Et là, en fait, c'est le travail du technicien de faire vraiment la séparation. L'adresse n'existe pas ou le mail est refusé. Et ça, c'est le travail du technicien et c'est le travail des routeurs de s'occuper de cette partie-là. Et c'est vraiment, comme Sylvain l'a dit, c'est pour regarder le texte et en fonction du texte, il faut faire des règles et puis s'occuper de traiter les réponses à ce niveau-là. Mais les techniciens savent ce qu'un code 500, ça veut dire le mail ne sera pas livré. Et
les marketeurs ou les émetteurs de newsletters, ils pensent que si l'adresse email existe, c'est pas un bon. Et souvent, ça me tient. Ce que je retiens dans tes propos, c'est qu'il y a quand même un suivi. Et donc ce suivi doit être important, régulier, ça peut peut-être faire passer des différences de qualité de service qu'on peut avoir suivant le routeur utilisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance ? On a plusieurs clients qui font de l'abonnement, qui sont donc des clients officiels, réguliers, collectés loyalement. Par exemple, ils se sont abonnés à Microsoft 360, un logiciel bien connu. On ne leur a pas écrit de mail pendant un an, parce que c'est la politique de la marque. C'est bien. Et quand on shoot au bout d'un an, on est flingué par la plupart des FAI. Ça veut dire que l'on doit entretenir une relation. Même si on n'en a pas Non, mais alors, aucune façon, c'est une critique, mais ça nous arrive de plus en plus, c'est le business d'abonnement sur Internet se développe avec souvent dans le brief, moi je suis une agence, surtout comme ça, on ne va pas embêter, on ne va pas avoir de problème de délivrabilité. Et un an après, on est pénalisé parce qu'on n'a pas communiqué. Au bout d'un an, qu'est-ce qui vous dit que vous écrivez au bon client? Vous écrivez la bonne adresse mail, mais vous n'avez plus aucune certitude d'écrire au bon client. Je vous rappelle qu'une adresse qui est cassée, elle est cassée pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, elle est réattribuée. Donc quand vous me dites que vous n'écrivez pas pendant un an, effectivement, si vous écrivez au bout d'un an, vous écrivez la bonne adresse mail, et pas au bon client nécessairement. Donc il faut faire attention à ça. C'est des logiciels actifs qui tournent sur une machine. Donc sur l'activité, je sais, peut-être que l'email est mort, vous avez raison. Il est mort, mais il a été réattribué à quelqu'un d'autre. Et vous ne vous faites pas casser parce que vous écrivez, parce que nous, on voit que ça fait un an. On ne le regarde pas, il n'y a que Gmail qui regarde ça. Tous les Français, tout ce qui est au niveau français, on n'a pas le droit de regarder. Un mail, on le prend, à partir du moment où on l'a accepté sur notre plateforme, on le dépose dans la boîte du client, c'est tout. On n'a pas le droit d'aller regarder est-ce qu'il a été ouvert, tout ça, on ne le fait pas. C'est interdit par la loi française. Donc c'est pas par nos règles à nous que vous allez avoir des problèmes de ce type-là. La question n'était pas sûre. Mais effectivement, si vous faites ça avec Gmail, il y a des fortes chances qu'effectivement vous alliez dans la mauvaise boîte. Bon, on retiendra que le comportemental individuel n'est pas géré par Orange et est interdit dans le contexte français. C'est une information intéressante. Ouais, une petite information aussi. Les règles qui sont en général mises en place par les ISP, donc effectivement, c'est quand on a trop de plaintes pour spam, il va se passer quelque chose, un blocage ou un ralentissement. Pareil pour trop de outbounds. C'est pas des règles qui existent par hasard, c'est des règles qui ont été instaurées donc, historiquement pour contrer surtout les spams basés sur la génération d'adresses mail au hasard avec un dictionnaire et qui de fait généraient des hauts taux de outbounds puisqu'ils envoyaient à n'importe qui, n'importe comment. Donc de fait, il a fallu mettre en place des contre-mesures en disant quand j'ai un taux de outbounds, c'est quasiment tout le temps parce que quelqu'un fait n'importe quoi et envoie à autre chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est implémenté, c'est encore quelque chose qui existe et qui est extrêmement utile aussi. C'est handicapant dans un cas comme ça, puisque légitimement, on pourrait si on sait que c'est encore la bonne personne et que la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est avoir une communication par email régulière avec l'adresse email, c'est un problème business. Par contre, j'ai envie de dire, c'est pas le problème du FAI de régler ce problème-là. Est-ce que le client devrait faire des communications plus fréquentes ou un petit ping ou un petit quelque chose, je ne sais pas. Il y a probablement une stratégie à faire à ce niveau-là. Mais a priori, les règles qui existent aujourd'hui ne le sont pas par hasard. La réputation change pas mal de choses, que ce soit sur l'IP ou sur les domaines. Mais effectivement, le filtrage anti-spam aujourd'hui n'est pas parfait. Il laisse passer des spams en inbox, il bloque, il y a des faux positifs extrêmement faibles, je l'espère, mais il y en a quand même. Effectivement, on déplore quand même des problèmes comme ça. C'est dommage, mais a priori, ça serait plutôt à la personne qui envoie le mail de trouver une solution pour
pouvoir envoyer ces mails sans utiliser un comportement qui pourrait être assimilé à celui d'un spammer. D'autres questions dans l'assistance? Juste une petite réaction par rapport à ce que vous venez de dire, parce que là, ça me choque profondément. Là, en fait, vous êtes en dehors d'un principe républicain qui est la présomption d'innocence. On ne peut pas considérer que quelqu'un qui envoie un mail est a priori un spammer. Même s'il utilise des techniques qui peuvent être comprises comme une technique de spam. Et d'ailleurs, à ce propos, Orange, vous n'avez jamais été... Enfin, je ne sais pas si vous rajoutez les petites étoiles avec écrit spam devant les mails. Je ne sais pas si vous faites ça, vous, mais il y a des gens, il y a des FAI qui le font. Vous n'avez jamais été attaqué en diffamation pour ce genre de choses? Ah non, puis j'attends avec impatience quand même. Là, franchement, non, on a des gens qui sont venus avec des avocats déjà, oui. Mais ils sont repartis, ils font plus le même métier maintenant. Non, je vous ai dit tout à l'heure, par défaut, tout rentre chez nous. Hein. C'est le contraire de ce qui a été présenté tout à l'heure. Hein. C'est pas le videur qui empêche de rentrer, c'est vous rentrez et tant que vous ne cherchez pas la bagarre à l'intérieur, vous restez dans la salle. C'est le contraire. Maintenant, si vous utilisez des techniques de spammer, vous tombez dans des filtres qui sont mis en place pour lutter contre le spam cybercriminel. Ben là, je dirais tant pis pour vous. Si vous êtes bloqué pour ça, vous allez avoir des codes d'erreur particuliers. On saura très bien vous expliquer pourquoi. Et à vous de prendre des mesures techniques pour ne pas utiliser des méthodes de spammer. Mais si vous utilisez des méthodes classiques, par défaut, vos mails y rentrent. Autre question au fond? Et bonjour. Je voulais juste savoir s'il existait des outils pour avoir l'information. Est-ce que l'email atterrit bien dans l'inbox ou alors il est plutôt passé en spam? Alors, des outils pour avoir cette information-là, non, il n'en existe pas. Par contre, il y a des indicateurs qui permettent d'avoir une partie de cette information-là. Notamment, Return Pass le propose avec des seed lists. Donc, c'est un groupe d'utilisateurs, un groupe de boîtes mail qui appartiennent à Return Pass et ils analysent si la campagne arrive bien en boîte de réception ou pas. Mais après, d'avoir un code de retour ou une information qui permet de dire cet email est bien en boîte de réception ou en boîte spam, à l'heure actuelle, il n'existe pas d'outil qui permet de faire ça. Et après, je ne sais pas si Orange... Non, j'en vois pas d'autres. Il y a d'autres indicateurs, il y en a un qui est très très simple, il suffit de comparer les statistiques d'ouverture par domaine. Par exemple, si on a une ouverture globale, une moyenne à 20% et qu'on voit que sur Orange on a 2%, a priori on est passé en spam. C'est très simple, ça peut se voir sur n'importe quelle campagne. Évidemment, si la moyenne est à 2% et que Orange est à 1%, on ne verra pas la différence. Mais a priori, si la moyenne est à 2%, il y a un autre problème là. Ce qui est vrai. Par ça, je crois effectivement qu'il existe des solutions, donc par Return Pass ou par d'autres, à base de seed list, mais ça n'a pas une fiabilité à 100%. C'est intéressant, c'est un indicateur, ça n'a pas une fiabilité à 100% pour autant. La délivrabilité aujourd'hui, elle est plus très binaire. C'est-à-dire, d'opérateurs comme Microsoft ou Gmail vont adapter effectivement la livraison du courrier en fonction du comportement de la cible. Et si derrière, voilà, on n'a pas une bonne appétence régulière, ça ne passera pas. Donc je reviens sur des outils de seeding, où on rajoute des adresses de chaque domaine sur un envoi. Si ces adresses de seeding enregistrent très régulièrement, elles seront vues comme étant distribuées en spam à ces opérateurs, ce qui ne sera pas forcément la vérité. Donc le meilleur moyen, comme disait Benjamin, c'est de comparer effectivement les résultats. Vous avez un tiers domaine. Vous êtes sûr que sur un domaine, vous avez des bonnes paires de routage en termes d'ouverture et de clics, va vous servir de valeur étalon pour comparer avec vos autres domaines et estimer le pourcentage de mails que vous avez en spam chez les autres.
Bonjour. Maintenant qu'on parle beaucoup de créer un responsive design adapté au téléphone mobile, aux tablettes, etc., je voudrais savoir s'il y a des métriques qui parlent des plaintes par device. En fait, s'il y a plus de plaintes au niveau des ouvertures d'email via des téléphones portables ou via les ordinateurs. Qui veut répondre? J'en ai pas en tête. Je sais que notre équipe en Espagne fait beaucoup de statistiques là-dessus, surtout sur le mobile, parce que ça représente, je me demande si ça n'a pas passé les 50 ou 60% de lecture. Donc c'est une question intéressante, on va pouvoir chercher, mais comme ça, à mon avis, c'est moins. C'est-à-dire que le mobile a un usage pour créer, donc on reçoit le mail, on vérifie, bon, on supprime immédiatement. Par exemple, dans l'application Gmail, pour noter que c'est un spam, il faut aller dans le menu, signaler comme spam, c'est plus compliqué que archiver ou supprimer. Également, il y a probablement des applications de mail qui n'ont peut-être pas le bouton spam facilement accessible, alors que les webmails, il y a clairement un bon bouton, et voilà, c'est connu. Mais c'est une statistique intéressante. On essaiera de fournir aux organisateurs une métrique comme ça si on peut trouver. Il y a des plateformes qui permettent de croiser, donc qui permettent de stocker lors d'une campagne le nombre d'ouvertures par typologie de device. Et sur certains outils, on peut croiser ces typologies de device avec l'ouverture ou éventuellement le taux de plainte. Donc indirectement, on a un tableau croisé qui permet d'obtenir ce type d'information, mais comme tu le disais fort justement, la déclaration, le fait de cliquer sur bon nombre d'appareils, de devices, notamment des smartphones, pour identifier que c'est une plainte, n'est pas aussi facile que sur les webmails. Donc on a certainement moins de plaintes issues de smartphones que sur ce qui est ordinateur. Moi j'ai juste une petite question, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, et je pose parce que je suis sûr que dans l'assistance, il y a qui se la pose aussi. Si jamais je me rends compte que j'ai un problème de délivrabilité sur Orange, donc je peux envoyer un email sur Abuse, mais est-ce que je vous l'envoie à vous en direct, ou est-ce qu'il faut que je passe par mon routeur d'abord? C'est d'abord le rôle du routeur, de toute façon, puisqu'il va vous éviter de poser des questions alors que lui a déjà la réponse. Parce qu'il y a des éléments techniques que vous n'allez pas voir et que lui va avoir vu, donc vous allez peut-être déduire des blacklistages alors qu'il y a peut-être simplement un problème technique. Si on a eu un problème, ils sont déjà au courant. Donc je pense que la logique quand même, c'est de laisser le routeur faire son travail et d'être en interface avec nous, parce que de toute façon, on ne vous répondra pas si les IP ne sont pas déclarés à votre nom. Et puis je vous dis, il y a plein d'informations que lui va vous fournir bien avant. C'est son métier, c'est sa profession, et c'est lui qui est pertinent sur le domaine en premier lieu. Oh. Du coup, n'hésitez pas à retourner vers vos routeurs dès que vous avez des questions. Et si vraiment c'est un gros problème, normalement le routeur vous appellera avant que vous puissiez vous voir, parce qu'on a vraiment en instantané les problèmes quand il y a des erreurs de code, des codes d'Orange, on le voit tout de suite. Donc c'est des choses où on sait, problème avant vous, et si ça se passe bien, on l'a résolu avant même que vous l'ayez remarqué. Après, on a pu ça vous communiquer qu'il y a eu un problème. Mais il y a des possibilités d'être assez réactif pour pouvoir faire en sorte que les clients voient même pas qu'il y a eu un problème. Une dernière question. Pas de questions dans l'assistance. Une dernière question au fond. Alors on a beaucoup parlé des hardboots. Je voulais savoir aussi s'il y a des règles à mettre en place au sujet des softs. Qu'est-ce que vous recommandez? Un certain nombre de softs ou alors certains codes de retour précis? Ouais. Tout dépend de la typologie de cette erreur temporaire, elles sont très variées. Il y en a une qu'on voit régulièrement, c'est un problème de capacité de boîte, notamment sur des domaines un petit peu anciens, on appelle obsolètes aujourd'hui, c'est-à-dire sur lesquels on ne peut plus créer d'adresse
mais qui sont toujours avec un serveur MX derrière et qui peuvent gérer du courrier. Là-dessus, on a souvent ce retour, vous avez des petites capacités de boîte, et on a une erreur comme quoi ça n'a pas pu être délivré parce que la boîte en face, elle est saturée. Donc, effectivement, au bout de 3, 4, 5 tentatives là-dessus, la probabilité que la cible vienne faire ménage dans ce genre de boîte, elle est extrêmement faible. Et donc, du coup, il vaut mieux la supprimer et la traiter comme si on avait affaire à une erreur définitive. Il y a des règles qui peuvent être mises en place. Nous, on en propose une en général, c'est si on a eu 3 soft bounce consécutifs sur au minimum 3 semaines, on considère que ça bounce. Bon, a priori, ça pourrait bouncer encore. Pour information, un soft bounce, c'est un message qui n'a pas pu être livré cette fois-ci. Ça ne veut pas dire qu'il existe. C'est-à-dire que, par exemple, si on envoie à un domaine qui n'a pas de serveur mail qui répond, si ça se trouve, il est en panne. C'est peut-être que temporaire, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc, c'est un soft bounce. Ça veut dire qu'il faudrait réessayer plus tard pour voir si à ce moment-là, il n'est plus en panne et ça marche. Si ça se trouve, ça n'a jamais existé et c'est juste une erreur dans le domaine, enfin, c'est mal écrit, voilà. Donc, on peut mettre en place des règles. Accessoirement, il faut mettre en place certaines règles qui sont les règles d'exclusion des inactifs. C'est-à-dire que quand les gens ne répondent plus à des mails qui sont envoyés régulièrement et fréquemment, donc que ce soit une fois par jour ou une fois par semaine, et si c'est une fois par jour, on va dire qu'après 30 jours, la personne n'a pas ouvert, bon, hors période de vacances, il y a évidemment une stratégie à mettre en place, mais on va arrêter de le renvoyer. On peut mettre en place des cycles de réactivation pour pas complètement les perdre, mais à un moment, on laisse tomber, on sait qu'elles sont mortes. Les gens qui soft bounce en permanence n'ouvriront jamais, ne réagiront jamais, et de fait, ils seront exclus de cette façon-là aussi des bases à terme. Un dernier mot. Merci beaucoup pour votre attention. Un dernier mot, une dernière fois. Juste pour rappeler 2 choses, qu'en effet, au sein de Signal Spam, tous les annonceurs sont également invités à venir s'inscrire. L'association est ouverte à tout le monde. Encore une fois, on sert à mettre au point des outils et aider les gens à avoir des bonnes pratiques. Ça permet aussi à certains annonceurs, à partir du moment où leur routeur est aussi membre de l'association, d'avoir accès à la feedback loop à travers eux et directement, et de pouvoir mesurer aussi ce qui se passe avec certains de vos fournisseurs. Donc, elle est ouverte à tout le monde, cette association. Voilà, je vais remercier aussi Régis d'avoir organisé cette EMD de toute façon. J'en profite, merci beaucoup à Click and Sit.